Alors, un jeune commence à fumer, il faut distinguer l'initiation, l'expérimentation et le départ d'une dépendance. Donc, le jeune, pour l'initiation et l'expérimentation, c'est plusieurs facteurs. C'est la disponibilité des substances, c'est le modèle, faire comme les pères, c'est un sentiment d'appartenance, c'est une façon de communiquer un peu avec les autres. C'est aussi les usages des parents, les usages de l'entourage proche aussi, et puis un marketing quand même affolant, hein, actuellement, qui incite les jeunes à fumer. Après, pour la dépendance, il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Là, on va être plus sur des facteurs personnels, psychologiques. Donc on voit que ce qui amène les jeunes à fumer, c'est à la fois des facteurs environnementaux, des facteurs personnels, le stress aussi, la question du stress est très importante, le stress scolaire, le stress familial, et puis aussi le produit, la substance qui est très addictive, hein. Et donc tous décrivent, quand ils sont interviewés, notamment par l'enquête Aramis de l'OFDT, tous décrivent que c'est une forme de convivialité. Tout, c'est un enjeu de sociabilité. Ça, c'est très important pour les adultes. Il faudrait que tous les adultes qui s'occupent de jeunes aient pu lire cette enquête Aramis, très facile à trouver sur Internet. C'est une façon de communiquer avec les autres. Ils constituent une communauté affective immédiatement, avec un objet qui n'est pas interdit par la loi, même s'il y a des interdits pour les adolescents, qui est facile d'accès, et qui est tout petit, qui tient dans la poche. C'est une forme de gadgetisation un petit peu de la consommation. Voilà, toutes ces raisons. Et puis l'adolescence, hein, parce que ça fait partie, c'est aussi une expérience, c'est un apprentissage. En tout cas, ce que l'enquête Aramis dit, c'est que c'est une forme de compagnon de route du quotidien pour le jeune. L'alcool, c'est un peu l'agent de la fête, le cannabis serait l'agent régulateur de l'humeur, et le tabac serait une forme de compagnon du quotidien, toujours là, dans la poche, facile à trouver. Petite victoire, depuis en 2017, on a une première courbe descendante sur tous les indicateurs de consommation, que ce soit l'initiation, l'expérimentation, l'usage régulier ou la dépendance même. C'est la première fois depuis 20 ans qu'il y a cette baisse. Et on voit qu'il y a quand même des âges charnières, hein, la quatrième, l'entrée en seconde. On voit à quel point la consommation de tabac est concomitante des modes de vie des jeunes, quoi. Plus ils ont de liberté, plus ils ont accès à de l'argent, plus ils vont consommer. Donc ça doit questionner un petit peu aussi les adultes qui s'en occupent, pour questionner non pas le tabac, mais questionner les facteurs de protection. Qu'est-ce qui peut protéger un enfant de ces consommation, avec une recherche quand même à certains moments, de soulagement. Et comment éviter que les jeunes conditionnent un peu leur vie à cette recherche de soulagement immédiat. C'est-à-dire que s'ils sont dans une recherche de soulagement immédiat, ils ne vont pas mobiliser leurs propres ressources pour s'habituer aux contraintes de la vie et développer des compétences qu'ils peuvent construire en eux-mêmes sans avoir besoin d'avoir recours à un objet extérieur. D'où l'intérêt de s'occuper du tabac, parce que c'est la première substance qui est rencontrée par les jeunes, c'est celle qui est rencontrée la plus facilement. 77% des fumeurs qui n'ont pas 18 ans achètent leurs cigarettes dans les bureaux de tabac sans problème, sans montrer leur carte d'identité. Donc vous voyez, la question aussi de l'application de la loi doit nous questionner et puis doit être un peu plus prise au sérieux. Oui, il y a plus de risques. D'abord parce qu'il y a plus de risques de devenir dépendant à l'âge adulte. Hein. Il ne faut pas oublier que la nicotine qui est un produit qui n'est pas dans son dosage dans les cigarettes le produit toxique. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est la combustion qui est toxique, mais il n'empêche que le problème de la nicotine, c'est qu'elle rend dépendant. Hein. On en devient dépendant. Donc plus vous fumez jeune, plus vous êtes dépendant à l'âge adulte. Plus vous avez de risques d'être dépendant à l'âge adulte. Plus vous fumez jeune, plus à l'âge adulte, vous fumerez plus de cigarettes, en termes de nombre. Hein.
Et puis, évidemment, l'organisme est en développement, à la fois physique et psychologique. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur l'exposition précoce à des modalités de soulagement. Et puis, le fait de commencer à rencontrer ces substances qui, parfois, amènent ultérieurement à en rencontrer d'autres. Cannabis, alcool. Dans les consultations jeunes consommateurs, où principalement on vient pour le cannabis et l'alcool, 80% des jeunes fument du tabac, ont commencé par fumer du tabac. Oui, c'est plus facile pour un jeune d'arrêter de fumer. C'est important de ne pas percevoir le jeune qui fume comme on a des images de l'adulte qui fume. Vous voyez, c'est-à-dire que l'adulte qui fume, il a déjà 10 ans d'expérience de tabac. Le jeune, il commence, vous avez vu toutes les raisons tout à l'heure, environnementales, psychologiques, etc. Donc c'est encore quelque chose qui est en mouvement, comme son adolescence d'ailleurs. Donc il faut, c'est important qu'il essaie d'arrêter, parce qu'il n'y a pas forcément encore une addiction installée. Donc ça, c'est important. Après, on dit, il n'y a pas de petits fumeurs. Donc, bon, il n'y a pas de petits fumeurs, mais quand même, quand il n'y a pas une installation, des rituels très, très organisés autour du tabac, quand il n'y a pas tout ça, c'est encore beaucoup plus facile d'arrêter. Alors là, non. Tout est plus problématique. Monoxyde, nicotine, tout ça, fumée, enfin, agents toxiques, particules fines, tout ça, c'est plus dangereux. Alors, il y a cette espèce d'exotisme un petit peu lié à la chicha, cette espèce de fuite un petit peu de la cigarette. On fume pas vraiment, mais on fume quand même. C'est très ritualisé. Hein, ce sont des pâtes. En plus, il y a le côté additif parfumé qui ressemble un peu au bonbon, donc ça infantilise un petit peu le côté fumé. Mais non, dans les consultations dans les jeunes que l'on reçoit en consultation. Carrément, ceux qui fument avec une chicha recherchent quand même plus la défonce que les autres. Les modalités de consommation chez les jeunes sont aussi à interroger. Hein. Un jeune qui fume cigarette roulée, cigarette électrovapotage, cigarette normale, chicha, etc., c'est pas les mêmes motivations à consommer. Ça, c'est intéressant. Il faut s'intéresser à la façon dont les jeunes fument. Mais non, la chicha, il faut modérer l'utilisation, il faut essayer d'éviter ces modes de consommation qui sont quand même très, très toxiques. Pareil, il faut parler aux jeunes en fonction de leur utilisation et de leur motivation à changer. Un jeune qui expérimente va pas être intéressé par les mêmes choses qu'un jeune qui a déjà fumé. Hein. Donc je crois que c'est important d'être dans des stratégies qui vont respecter l'expérience qu'ils font, tous. C'est important, quand on veut commencer à soutenir, à aider ou à accompagner un jeune vers le changement, il faut respecter son expérience et respecter donc la façon dont il fume, pourquoi il fume, qu'est-ce qu'il y cherche, comment il gère tout ça, comment il se débrouille, qu'est-ce qu'il a l'impression qu'il perdrait s'il arrêtait, en quoi ça a eu une place dans sa vie à tel moment. Il faut vraiment lui permettre d'évoquer un petit peu ses stratégies, d'évoquer son fonctionnement. Ça commence par ça, parce que si vous voulez accompagner vers le changement, ça ne peut pas commencer sans alliance. Il faut d'abord, donc, plutôt que de s'arc-bouter sur l'arrêt, il faut plutôt être vigilant à déclencher l'alliance. Et ensuite, on peut travailler à questionner. Donc c'est important d'avoir des questions ouvertes. Toutes les stratégies motivationnelles et expérientielles ont fait leurs preuves. C'est des questions ouvertes. C'est leur demander l'autorisation de leur donner des informations. D'abord, s'intéresser à ce qu'ils savent déjà. Pas se positionner comme un expert d'emblée sur ces questions-là, mais plutôt de repérer quelle est leur expertise à eux sur ces questions, et ensuite de leur proposer la nôtre, mais dans une forme de co-construction, de co-élaboration, qui va leur permettre de s'exprimer tranquillement, sans culpabilité, et de pouvoir aborder le tout de leur expérience. Parce que dans les addictions, si on n'aborde pas le tout de son expérience, on part sur quelque chose qui est faussé déjà.
C'est-à-dire que si on ne peut pas tout dire, on va s'attacher à ce qui a été dit et qui a été plutôt limité, pour ne pas faire peur à l'adulte, pour ne pas montrer que... Et donc les adultes, tous ceux qui vont vouloir s'occuper de ces consommations, vont pas travailler sur ce qu'il faut, puisqu'ils n'ont pas obtenu un petit peu l'expérience principale de l'usager. Et puis, ce qui peut aider les jeunes, c'est aussi de leur proposer des aides au sevrage. Il faut aller jusque-là. Il y a des patchs qui existent, il y a des substituts nicotiniques qui existent à partir de 15 ans. Il ne faut pas s'en priver. Très peu les utilisent, très peu savent s'en servir, alors qu'il n'y a pas besoin d'être un expert en addictologie pour pouvoir commencer à accompagner les jeunes dans ces processus de changement, pas forcément dans les processus immédiats de sevrage, mais tout du moins dans des processus de changement. Il ne faut pas qu'il y ait qu'un argument, il faut qu'il y ait plusieurs arguments. Il faut qu'il y ait l'argument de la manipulation, il faut qu'il y ait l'argument des possibilités thérapeutiques, l'argument de la santé, mais pas la santé pour la santé dans 15 ans, c'est la santé immédiate. C'est l'haleine, le sport, la respiration, le souffle, des choses comme ça qu'ils vont pouvoir expérimenter tout de suite. Un jeune, s'il consomme des substances, c'est son rapport à l'immédiateté, c'est qu'il a envie d'avoir une réponse immédiate. On est dans une société de l'immédiateté, donc on n'aime pas attendre. Quand on est sur Internet, tout ça, on aime que ça réponde tout de suite. Avec les produits, ce qui est efficace dans les produits, c'est que ça répond tout de suite. Donc il ne faut pas leur dire vous allez avoir un cancer dans 50 ans, parce que ça ne leur parle pas. Mais ce qui va leur parler, c'est aussi la question par rapport à la sexualité aussi, par rapport à la circulation sanguine, par rapport... voilà, il faut aller jusque-là, jusqu'aux questions de peut-être même des réactions chez les hommes, enfin des choses comme ça qui peuvent aussi être impactées par des grosses dépendances au tabac. Donc il faut circuler un petit peu dans tout ce qui fait le quotidien des jeunes. On ne va pas les faire arrêter en discutant, mais en tout cas, on va leur permettre de mobiliser leur esprit critique. Et donc, l'esprit critique, c'est un facteur de protection à toutes les tentations ultérieures. D'abord, de valoriser le fait qu'il veuille arrêter demain. Première chose, c'est ça. Essayer de comprendre, enfin, de lui faire exprimer en quoi c'est important pour lui aujourd'hui, à quoi il a pensé comme stratégie qui pouvait l'aider, quelle est la confiance qu'il a dans la possibilité de le faire, hein, et voilà, et qu'on est disponible pour en parler avec lui. Et je vais finir sur quelque chose d'important, c'est la question de la disponibilité. Je crois que je ne peux pas conclure cet entretien sans évoquer l'hyperdisponibilité des substances en tout genre, partout, hein, et peut-être parfois le manque de disponibilité des institutions et peut-être même des adultes sur ces questions-là. Donc je pense qu'il est urgent d'équilibrer un peu ça, c'est de se rendre disponible, sans jugement, de manière ouverte et respectueuse des comportements en vue d'un éventuel changement. Voilà, c'est-à-dire d'un changement qui n'est pas garanti demain, mais qui aura plus de chances d'arriver si on respecte un petit peu toutes ces façons de travailler et d'interagir avec les jeunes.